La présidentielle américaine approche à grands pas. Le vote aura lieu dans 2 mois, le 5 novembre très précisément. On se penche ce soir sur le soutien apporté à Donald Trump par l'homme le plus riche du monde, le milliardaire Elon Musk, patron de Tesla, de SpaceX, mais aussi à la tête du réseau social X, l'ancien Twitter. Il a affiché ouvertement ce soutien au candidat républicain après la tentative d'assassinat qui a ciblé l'ex-chef de la Maison-Blanche. Avec nous pour en parler, Jérôme Viala-Godefroy, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes docteur en civilisation américaine, spécialiste des présidents, auteur du livre Les mots de Trump, avec un jeu de mots, on imagine, apparaître en octobre aux éditions Dalloz. Avec nous également Boris Mananti, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes auteur du livre Elon Musk, le bonimenteur, édition du Rocher. Vous êtes rédacteur en chef du service économie du Nouvel Obs, spécialiste notamment des nouvelles technologies et observateur assidu, donc, si l'on peut dire, de la vie ou des frasques d'Elon Musk. Alors justement, on commence avec vous. Pourquoi le bonimenteur ? Ouf, c'est un vaste sujet qui fait tout un livre. Le bonimenteur, simplement, c'est quelqu'un qui aime écrire et réécrire en permanence son histoire. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose à raconter un petit peu, de reprendre un peu le contexte de tout son storytelling, de toute cette légende qu'il essaie de bâtir autour de lui et essayer de décrypter les vérités et les mensonges. En vous lisant et en écoutant ce que vous dites là, ce soir sur TV5 Monde, on se dit qu'il y a un parallèle avec Donald Trump qui a aussi beaucoup romancé en fait sa réussite et la success story, pour utiliser un anglicisme. Et bah, c'est exactement ça. C'est Elon Musk grandit dans une famille plutôt aisée de Pretoria en Afrique du Sud. Il aime raconter que c'est un self-made man américain, ce qu'il n'est pas. Il aime dire qu'il a tout fait tout seul, qu'il bâtit tout seul, que c'est un génie visionnaire qu'aurait fait Tesla ou SpaceX tout seul. À chaque fois, il s'inspire beaucoup des idées des autres. Il est épaulé par beaucoup de gens, mais il s'inspire, voire il pille les idées des autres. C'est ce que j'essaie de raconter un petit peu dans le livre. Effectivement, le parallèle entre les deux hommes peut être intéressant. Et on va voir ce que vous pensez de ce soutien désormais officiel, affiché par le milliardaire à Donald Trump. Pourquoi ce soutien, selon vous ? Alors, il y a eu pas mal de facteurs. Pendant un moment, effectivement, il donnait un petit peu des deux côtés. On ne savait pas. Il a d'ailleurs dit qu'il soutenait Joe Biden en 2020 encore. Et Barack Obama, tant donné. Oui, voilà. Alors, il donnait un petit peu comme beaucoup de ces milliardaires de la tech qui donnent un petit peu des deux côtés, puis ils verront bien un peu ce qu'il adviendra. Comment le vent tourne. Voilà. Et là, il a commencé à soutenir DeSantis aussi pendant la primaire. Il a déjà une vision anti-woke. Donc ça, alors le wokisme, qu'est-ce que c'est ? Le wokisme, c'est vraiment cette idée qui est d'ailleurs une idée beaucoup plus reprise par la droite, que tout ce qui concerne l'intégration des minorités sexuelles ou des minorités raciales, c'est quelque chose qui est il y a une sorte de complot pour transformer tout le monde, pour forcer les gens à accepter des gens qui ne sont pas comme les autres et un retour aux valeurs traditionnelles. Donc lui, il a une vision quand même très, très forte et il a dans sa propre... je suis pas sous votre contrôle, mais il a lui-même une histoire avec son fils qui est une fille en fait, et il n'a pas du tout accepté ce changement de genre de son enfant, et a renié en disant le virus woke a tué mon fils. Et donc il y a déjà quelque chose de personnel, mais il y a aussi tout un aspect sur le business, le commerce, et le fait que Biden et l'administration Biden sont beaucoup plus dans le contrôle, la réglementation. En tout cas, la réglementation. Notamment, il y a eu des enquêtes aussi mises en place par rapport au rachat de Twitter, à Tesla, notamment par rapport aux autopilotes qui posaient pas mal de problèmes. Donc le problème, pardonnez-moi, pour joindre un peu les deux bouts, c'est qu'il est libertarien. C'est qu'il... Libertarien au sens, pas d'intervention de l'État. Disons qu'il s'est revendiqué un peu de cette philosophie un temps. Aujourd'hui, clairement, il a un peu glissé. Il épouse complètement toutes les thèses aussi conservatrices, les plus conservatrices. Ça se voit sur son compte X ? Ça se voit beaucoup sur son compte Twitter X. Et ça, moi, je le date au moment du Covid, où effectivement, il s'est complètement plongé dans différentes théories du complot et différentes mouvances d'extrême droite. Aujourd'hui, ses fréquentations, c'est beaucoup ce milieu-là. Et dans cette campagne américaine, effectivement, dès le début, il se retrouve complètement avec le camp républicain, d'abord avec DeSantis et après avec Trump, pour pousser cette idéologie et les thèmes de campagne des républicains. Après, on a toujours des paradoxes, parce que vendre des voitures électriques en disant lutter contre le réchauffement climatique, c'est pas forcément le cheval de bataille de Donald Trump.
Mais c'est pas c'est pas le cheval de bataille, pardon, d'Elon Musk non plus. Le réchauffement climatique n'est qu'un argument marketing. S'il voulait vraiment lutter contre le réchauffement climatique, il y a beaucoup d'options. Arrêter de prendre son jet privé tous les jours, par exemple. Soutenir un projet de TGV en Californie, ce qu'il a tout fait pour plomber. Il y a des paradoxes comme ça avec le personnage qui sont... Il vit où, Elon Musk ? Il est essentiellement au Texas. Il installe petit à petit toutes ses entreprises au Texas. État qui est en train de devenir une sorte de paradis fiscal, puisque pas d'impôts. Pas d'impôts sur les sociétés, pas d'impôts sur le revenu. Il n'y a que l'impôt fédéral. Et donc, c'est tout bénéfice pour lui. Est-ce qu'il finance Donald Trump, Elon Musk ? Alors, il le finance, mais on ne sait pas trop à quel niveau. Ils se sont eux-mêmes disputés. Enfin, à un moment donné, Trump a dit qu'il serait financé de 45 millions de dollars, je crois, par mois. Finalement, Elon Musk a dit que non. Enfin, voilà. Donc, mais il y a plein de moyens de financer de manière cachée, hein, puisque aux États-Unis, c'est très, très libre, le financement. Il n'y a pas de plafond, d'ailleurs ? Il n'y a pas de plafond, en tout cas. Il y a des plafonds pour les campagnes directes, mais il y a des systèmes avec des organismes qui s'appellent des PACs qui permettent de financer indirectement des candidats. Et là, il n'y a aucune limite. Donc, on en saura peut-être un peu plus après la campagne. Mais voilà, donc oui, il finance en partie, de toute façon, la campagne républicaine. Mais est-ce que l'homme le plus riche du monde peut faire gagner ou faire perdre, selon vous, Donald Trump ? Alors, moi, est-ce qu'Elon Musk est populaire au point d'apporter des voix ? On avait parlé notamment d'artistes. Alors, il est certainement... qui pouvait aider tel ou tel camp. Oui, alors même les artistes, il faut un peu se méfier de... Alors, on parle évidemment de Taylor Swift. Hein, ouais, son nom m'échappait, mais vous l'avez deviné, Taylor Swift, en effet. mais je suis pas sûr. Si on regarde, par exemple, s'il a soutenu DeSantis a quand même perdu la campagne des primaires. Et l'argent ne fait pas tout. Hein. Et il faut bien voir que l'argent est nécessaire, mais ne conduit pas forcément à la victoire. Sur ce que vous disiez tout à l'heure, l'anti-wokisme, est-ce que ça parle à l'américain moyen, entre guillemets ? Alors, ça parle beaucoup à ceux qui sont déjà convaincus. Ouais. En fait, le problème, c'est que là, à l'heure actuelle, Trump, il va devoir convaincre des indépendants, des gens qui hésitent. Et ça va être plus compliqué à faire avec Elon Musk qui est dans les théories du complot, qui peut faire peur à une partie de l'électorat. Ouais. Moi, je trouve que ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas directement lui, c'est le fait que, par exemple, il n'y ait plus de modération sur Twitter. C'est-à-dire que là, on va avoir Twitter, donc X aujourd'hui, où on va avoir toutes les théories. Alors justement, est-ce que c'est pas là le grand atout de Donald Trump ? D'ailleurs, il avait été exclu de Twitter, Donald Trump, mais ce n'était pas Elon Musk qui dirigeait le groupe. Exactement. C'est l'une des premières décisions phares après le rachat de Twitter par Elon Musk. C'est le rétablissement de milliers de comptes qui avaient été bannis, puisque ne respectant pas la loi, dont celui de Donald Trump, et qui ont été rétablis. Et au-delà de l'argent, c'est effectivement l'un des avantages c'est une prise de guerre qu'apporte Elon Musk. C'est un réseau social encore incontournable. C'est pas le plus gros des réseaux sociaux, mais c'est un réseau social assez important, consulté régulièrement par beaucoup de gens. Donc c'est un vecteur de communication très important. Un vecteur de communication très important. Peut-être je vous pose aussi la question, selon vous, est-ce que c'est plutôt un soutien encombrant ou un atout ? Est-ce que ça peut permettre de répondre à cette question. Les fans d'Elon Musk peut-être seront conquis et décideront de le suivre dans le vote. Est-ce que ça suffira à gagner l'élection ? Aucune idée. L'avenir nous le dira. J'aimerais quand même qu'on parle maintenant de cette présidentielle proprement dite. Et on va voir que c'est lié. La nouvelle candidate démocrate, Kamala Harris, continue de devancer légèrement Donald Trump. Elle mène le bal, si on peut dire, mais elle le rattrape progressivement. Il y a un État, dit-on, où elle est en difficulté, c'est la Pennsylvanie, et qui avait fait gagner Donald Trump en 2016. Alors on verra, pour l'instant elle est plutôt coude à coude, ça dépend un peu des sondages. Ce qu'on voit, c'est que on a une dynamique qui est favorable effectivement aux démocrates, mais on reste dans des marges qui sont au niveau des marges d'erreur en fait possibles. Donc tant qu'elle n'est pas, je dirais, 5 points au moins au-dessus de Donald Trump, c'est difficile de savoir, d'autant que l'élection va être très serrée. Si on regarde en Géorgie, par exemple, ça s'est fait à moins de 12 000 voix.
Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas tellement mesurable par les sondeurs. Alors justement, les sondeurs, est-ce qu'ils arrivent, est-ce qu'ils c'est en nombre de voix, de suffrages exprimés, ou est-ce que c'est état par état? Parce qu'on se souvient qu'Hillary Clinton avait fait plus de voix que Donald Trump, mais elle n'avait pas été élue. Oui, alors on peut tout à fait gagner le vote populaire et perdre l'élection. Mais les sondages en tiennent compte? Alors les sondages, oui, les sondages en tiennent compte parce que les sondages parlent de ces états clés et c'est ces états-là qu'il faut regarder. Donc il ne faut pas regarder en fait les sondages au niveau national, mais vraiment au niveau des états, des 6 états clés dont on parle, c'est-à-dire les états qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'elle a, elle, un Elon Musk avec elle, Alors elle n'a pas un Elon Musk. entre guillemets, pas forcément avec les mêmes idées, mais en tout cas avec le même portefeuille? Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est plus populaire chez la Silicon Valley et chez les big tech parce qu'elle les connaît. Elle était à côté, hein, elle est à San Francisco. Et il y a certains qui ne verraient pas d'un mauvais œil qu'elle soit à la présidence. En tout cas, elle est moins vue comme quelqu'un de négatif pour l'innovation, pour reprendre les termes qui sont souvent donnés par les big tech, comme on dit, les gens à la tête de ces grandes firmes, que l'était Joe Biden. Alors justement, j'allais vous poser la question sur la Silicon Valley. Il se dit en effet que cette technopole, la première au monde, hein, disons-le, serait plutôt Kamala Harris, mais qui attend des contreparties là aussi. Finalement, on rejoint un peu ce qu'on disait avec Elon Musk, hein, la politique et les affaires, c'est donnant-donnant. Surtout en pleine campagne. C'est un moment où il y a beaucoup de choses qui se négocient. La Silicon Valley est traditionnellement un peu plus démocrate. Pourquoi d'ailleurs? Alors ça, moi je n'ai pas la réponse. Pourquoi? C'est souvent des gens qui sont plutôt plus jeunes, qui sont souvent un peu hors normes aussi. On a des gens qui étaient des nerds, comme on dit, hein, des gens qui étaient, donc qui traditionnellement voulaient, partaient de rien un petit peu et avaient, après c'est toute une communauté aussi. Ce sont des gens assez éduqués en général qui sont allés à l'université, donc qui. Mais pour autant, il y a toute une frange qui soutient quand même les Républicains. Je pense à tous ceux qui sont derrière Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, qui est un proche d'Elon Musk aussi, et qui est un conseiller de Trump. Et il y a une frange d'entrepreneurs de la tech qui est plutôt côté républicain, ou en tout cas dans la défense des idées conservatrices. Alors revenons sur la Silicon Valley, je vous avais coupé du coup. À ce sujet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Kamala Harris et la Silicon Valley? Est-ce qu'effectivement, il y a des contreparties? Quelles pourraient-elles être d'ailleurs quand on dirige une multinationale? C'est essentiellement fiscal. La logique est souvent fiscale, c'est vraiment les logiques d'impôt. Quelle imposition va s'appliquer, quel État, comment les lois vont bouger d'un État à l'autre. Et pour les montages de multinationales, s'il y a des rapatriements à faire, comment ça va se passer? Ouais. Alors on connaît les swing states, mais est-ce qu'on peut imaginer Elon Musk devenir démocrate, je ne sais pas, dans 4 ans Avec lui, tout est possible. Il a changé tellement d'opinions sur tous les sujets tout le temps. Il n'y a qu'une seule ligne directrice avec Elon Musk, c'est qu'il ne se bat que pour son propre intérêt et l'intérêt de ses entreprises. Un opportuniste? Un opportuniste, un businessman qui pense à ça d'abord, avant tout. Muskiste, disent certains. Muskiste. Là, son engagement derrière Donald Trump, pour moi, c'est vraiment ça. C'est cette idée que peut-être si Donald Trump est élu, influer la politique américaine et favoriser ses entreprises dans des contrats publics. S'il n'est pas élu, montrer au Parti républicain qu'il est un allié et que dans la négociation de futurs gros contrats, typiquement pour SpaceX, avoir le soutien d'officiels américains pourrait être le bienvenu. Est-ce qu'on sait s'il a des velléités politiques? Est-ce qu'il pourrait devenir, non pas ministre comme on dit aux États-Unis, mais secrétaire, enfin d'un membre de l'administration du futur ou de la future présidente? En tout cas, si Trump est élu, c'est ce qui se murmure, qu'il y aura un accord secret entre les deux. Pour s'occuper d'eux? Pour s'occuper de, de l'espace. Il y a un article là, qui vient de sortir du Washington Post et on voit justement une photo qu'a mise Elon Musk où il se met comme en scène sur le département de l'efficacité du gouvernement, de l'État. Donc en fait, ce qu'il veut, c'est regarder l'idée, c'est de le mettre à des postes pour qu'il regarde tout ce qui peut être rendu plus efficace, c'est-à-dire donc couper le budget de pas mal d'agences de régulation. Un dernier mot quand même, il nous reste une minute sur SpaceX. Est-ce que, on sait que c'est son grand projet, il rêve d'envoyer plein de gens là-haut. Est-ce qu'il y voit aussi là, un intérêt à voir Donald Trump gagner? Il a un intérêt complètement, oui, puisque c'est des... Il travaille déjà bien avec la NASA, cela dit, mais... Oui, mais chaque contrat doit se négocier. Chaque contrat est une lutte
qui se fait à coups de milliards. Si à la tête de la Maison-Blanche, à la tête du pays, il y a un allié, ça sera plus facile. Merci beaucoup, le bonimenteur Elon Musk, signé Boris Mananti. Merci à vous. Juste avant 10 secondes, un petit mot sur votre livre, les mots MOTS. On imagine que c'est un jeu de mots MAUX. Oui, alors on peut le voir comme ça, effectivement. Il parce sort en que octobre. Voilà, mais vous allez voir qu'effectivement, on parle beaucoup des mots aussi, notamment pendant le Covid, où il y avait des jeux de mots dans tous les sens du terme. Donc, effectivement, c'est une bonne... Eh bien, ça sort en octobre aux éditions Dalloz. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Jérôme Viala, Godefroy, et merci Boris Mananti d'avoir été avec nous.